Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi Dom Plante. Cette semaine, on reçoit un honorable. Un honorable, un invité de marque quand même sur le podcast cette semaine, un ministre au fédéral, le ministre Steven Guilbeault, qui nous fait le plaisir de venir nous rencontrer, puis de venir parler avec nous d'environnement, de politique, de son travail, de sa vie, de sa lutte, de son militantisme environnemental. En fait, c'était vraiment intéressant. Lui, c'est quelqu'un qui a toujours été engagé dans la cause environnementale depuis qu'il est tout jeune. Il nous a raconté à 5 ans qu'il a grimpé dans un arbre pour éviter qu'il soit coupé, puis que tout son militantisme est né de ça. Quelqu'un qui a cofondé l'organisme Équiteur, qui a fait partie de Greenpeace pendant une dizaine d'années, et que maintenant, il est ministre de l'Environnement, avec tous les défis que ça comporte. C'était super intéressant. C'était vraiment un échange super nuancé aussi, puis je le sentais extrêmement honnête sur les difficultés de son travail, puis des fois les compromis qui sont pas faciles à faire quand on est au gouvernement, puis qu'on veut militer pour l'environnement, mais qu'en même temps, il y a des fois d'autres intérêts aussi, d'autres variables à considérer, qui fait que des fois les décisions ne font pas toujours notre affaire. Un gars super terre à terre, on l'a vu ici arriver en vélo, fait que c'est pas de la frime son affaire. Il est vraiment À moins qu'il conduise un Hummer le reste du temps. Ouais, c'est ça. Il vient juste faire des entrevues en vélo, mais ça me surprendrait. Exact. As-tu quelque chose à ajouter? Non, mais c'était une super conversation. C'est tout le temps vraiment le fun de recevoir des gens qu'on voit comme étant juste des politiciens, de rencontrer finalement la personne derrière, la personne politique. Puis comme tu dis, une conversation vraiment honnête. Tu sais, on sent qu'il n'y a pas nécessairement de langue de bois, là, tu sais, à part lorsque questionné sur la CAQ. mais on sent que c'est un gars super honnête, super terre à terre, super humain, en fait. Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant. C'était une belle conversation. On a rencontré quand même, tu sais, au fil du temps, on s'en filtre, là j'ouvre une parenthèse, mais des gens de différents partis, tu sais, puis la plupart du temps, en fait, tu sais, tu te rends compte, ces gens-là, c'est vraiment des gens qui sont là pour les bonnes raisons, puis ça te donne envie, tu sais, peu importe l'allégeance politique, tu sais, je sais pas pour qui je vais voter au fédéral la prochaine élection, peut-être que je voterai pas pour ce parti-là, mais quand même, tu le sens que cette personne-là est là pour faire du mieux qu'il peut, puis pour travailler pour l'environnement. Moi, j'ai l'impression que les gens qui sont pas là pour les bonnes raisons, ils refusent nos invitations. Parce que quand t'es pas là pour les bonnes raisons, parler pendant 2 heures, à amener, ça peut paraître. J'ai l'impression. Absolument. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné envie de faire confiance à ce gars-là. Ouais. Je pense qu'on peut le truster. Tout à fait. Fait que bon podcast. Bonne écoute. Le podcast de cette semaine est présenté par l'Alternateur. L'Alternateur, c'est un projet web sur Instagram et YouTube qui traite d'environnement. C'est piloté par 2 animateurs, Thomas et Zoé, qui sont pas des experts en environnement, mais qui sont des personnes curieuses, qui posent des questions, qui cherchent à mieux comprendre les enjeux environnementaux qui nous guettent. Donc, c'est fait de façon super dynamique, super abordable. Et ce que j'aime principalement, c'est que c'est fait de façon positive. Et on cherche des réponses à nos questions par rapport aux enjeux environnementaux. Parce que souvent, quand on parle d'environnement, on est souvent dans le pessimisme. Puis ça peut être une cause d'anxiété pour plusieurs. Ben là, c'est fait dans le positivisme et c'est fait de façon à mieux comprendre, en fait, et trouver des solutions aux enjeux qui nous guettent. Donc, c'est de l'information pertinente. Ça peut aller de trucs peut-être qu'on ne sait pas, comme par exemple une capsule sur où vont nos vapoteuses jetables lorsqu'on les jette, puis c'est quoi les répercussions sur l'environnement. Ça peut traiter de sujets comme l'éco-anxiété, ça peut parler des plus récentes actualités dans le monde environnemental, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est super important et pertinent d'être informé puis d'être conscient de ces enjeux-là. Puis c'est fait, encore une fois, on le dit, d'une manière super agréable, super le fun, super ludique. Les animateurs sont vraiment cool, sont vraiment le fun. Moi, je les suis, la page, j'apprends plein d'affaires, j'adore ça. Donc, l'Alternateur, à checker, soit les suivre sur Instagram ou sur YouTube. Ouais. Vous ne regretterez pas. On va mettre le lien vers leur plateforme dans la description du podcast. Puis merci à Alternateur de sponsoriser le Sans Fil podcast. Oh yeah. Cool.
Ça roule. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. On commence aussi simplement que ça. Est-ce que l'horaire est très chargé ces jours-ci? L'horaire est généralement assez chargé. Ouais. J'imagine. C'est des semaines de 70-80 heures, des fois plus. Ouais. Mais en moyenne, ça tourne autour de ça, ouais. Ben, on apprécie quand même le temps que tu prends pour venir nous parler. Ça me fait plaisir. Ouais. J'aimerais ça commencer juste avec une question large qui va nous amener dans des Moi, je directions. pensais que j'étais assis, puis là, vous commenciez avec la pub. Je pensais que vous allez me parler des produits produits capillaires pour le... Écoute. Là, je me demandais, tu sais, en tant que fier barbu, si moi aussi j'avais le droit au... Ben, si tu veux participer à notre publicité, en fait, on souvent les tourne après. Puis on les met dans l'intro, mais tu pourrais en faire partie aujourd'hui, là, nous parler des produits que tu utilises, puis tout ça pour la barbe. Là, ça nous L'entretien, intéresse. la barbe et sous la ceinture. Quand tu as 4 enfants, tu travailles 70-80 heures par semaine, puis tu essaies de t'entraîner un peu. Il faut que tu fasses des choix. Ouais. Mon entretien capillaire se limite Ah, en haut de la ceinture. Au visage En haut de la complet. ceinture. ok, c'est intéressant. C'est bon. Je savais pas que j'allais apprendre ça aujourd'hui. Bingo. C'est ça, dans le bingo des choses que je J'écoutais m'attendais votre pas. dernier, notamment votre dernier podcast. Il y a eu quand même un segment assez important dans la partie publicité sur l'entretien en bas de la ceinture. Ouais. Puis là, je me disais, non, pour moi, c'est comme... Ben, écoute, passer d'heures dans une semaine. C'est ça. Wow! Mais écoute, on fait avec les commanditaires qu'on a, hein? Des fiers partenaires de longue date. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais j'avoue que ces pubs-là, sur certains podcasts, dans le ton, ça fonctionne très bien. Puis avec d'autres, des fois, on dit « Ah, il me semble que cette pub-là, avec cet invité-là, moins bon fit. » Ouais. Mais là, ça le marche. capillaire là. facial, pour moi, Ça ça marche. marche. Ouais, Parfait. Fier barbu. Fait qu'on va le garder. Parce que, Ouais. On va le garder, puis on va s'assurer de parler plus de la barbe que de sous la ceinture. Aujourd'hui. Ça, parfait. Vous voulez une barbe aussi incroyable que Steven Guilbeault? Oh. Ouais, je voulais... On est parti. Mais c'est parfait, j'adore ça. Mais je voulais poser une question, en fait. Tu mentionnes que tu es père de famille, évidemment. Je voulais poser une question au père de famille qui va nous amener, on verra où ça nous amène. Es-tu, pour le futur, optimiste? Plus ou moins optimiste? Plus ou moins pessimiste? Ou pessimiste? Pour la planète que tes enfants vont avoir dans 20, 30 ans. Moi, j'ai eu l'immense chance et privilège de croiser, d'avoir pu échanger à de nombreuses reprises avec Hubert Reeves, Ouais. qui est décédé récemment, qui était, comme on le sait, c'est un astrophysicien, mais c'était aussi un grand écologiste depuis très, très, très longtemps. Puis il s'intéressait beaucoup à ces questions-là. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est vu à plusieurs reprises. Puis il disait toujours, tu sais, il faut être optimiste par défaut. Parce que si on est pessimiste, c'est perdu d'avance. Alors moi, je suis totalement d'accord avec ça. Puis quand je regarde, ça fait à peu près 35 ans que je suis écologiste. Mettons que c'est ce que je fais principalement dans la vie. Et on a fait beaucoup de progrès à plusieurs égards. Puis les gens, tu sais, souvent, les gens veulent des résultats rapides. Puis quand tu essaies de t'attaquer à des problématiques globales, c'est dur de faire du rapide. Tu sais, ça prend du temps. Mais moi, je pense qu'on est sur une voie où, en matière de changement climatique, on va éviter le pire. Mais il y en a déjà, tu sais. Puis on l'a vu avec les feux de forêt cet été, puis pas jouer à l'autruche non plus, là. Mais il y a un mouvement planétaire assez fort pour qu'on réussisse à éviter le pire. Même chose sur la biodiversité. On perd beaucoup d'espèces, mais là, il y a eu la conférence à Montréal, la COP15, puis tout le monde, tu sais, malgré tous les problèmes internationaux, on a travaillé avec la Chine, puis tous les autres pays, puis on a réussi à avoir une entente. La pollution plastique, on est en train il y a vraiment un mouvement international pour éliminer la pollution plastique d'ici à peu près 15 ans. Tu sais, ça fait longtemps là, qu'on en utilise du plastique, là, puis là, je pense qu'on va réussir aussi. Alors, mais en même temps, tu sais, on paye le prix au niveau de l'environnement, au niveau de la santé. Il y a un documentaire qui va sortir bientôt sur les microplastiques. C'est un ami à moi qui a fait ça. Il a travaillé pendant des années là-dessus. Et il a fait le tour. Il est allé un peu partout dans le monde, de rencontrer des chercheurs, des médecins. Tu sais, il trouve des microplastiques dans notre cerveau. Notre corps réussit à en éliminer, mais il y en a qui s'accumulent dans notre... Puis là, ça a des impacts sur notre santé, ça a des impacts sur l'environnement. Alors, je suis optimiste, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis le pire, beaucoup de travail à faire. quand tu dis on va éviter le pire,
Le pire, ça serait quoi, en fait? Si on faisait rien, Ouais, c'est ça. là, mettons, je pense qu'en fait, avec les cibles qu'on se donne, on vise d'ici 2100, puis tu me corriges si je me trompe, une augmentation de 2,5 degrés Celsius. Ben, l'accord de Paris dit qu'il faut limiter les augmentations de température à 2 degrés Celsius d'ici 2100, 2 degrés Celsius de plus qu'avant l'ère industrielle. Ouais. Puis essayer de rester donc, au plus 2,5, puis essayer d'être autour de 1,5 degrés Celsius. Là, depuis l'ère industrielle, la température moyenne a augmenté d'à peu près 1 degré Celsius. Alors, les feux de forêt qu'on a eu cet été, les inondations, les tempêtes tropicales, les vagues de chaleur, c'est avec 1 degré Celsius. Ben oui. Plus il y a de réchauffement, plus il y a d'impact, plus il y a de catastrophes naturelles. Mais donc, 2 degrés, c'est déjà ouais. le pire. Tu sais, c'est déjà... Je veux dire, il y a pire, mais c'est déjà très mal, très mauvais. C'est très mal. Effectivement. Puis, il faut voir aussi qu'avant l'accord de Paris, on se dirigeait, tu sais, selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat de l'ONU, puis l'Agence internationale de l'énergie, ces gens-là nous disaient qu'on se dirigeait dans un monde où la température augmenterait d'ici 2100 de 4,5 degrés Celsius. C'est cataclysmique. Là, c'est vraiment... Oui, tu as des centaines de millions de personnes qui ne pourraient plus vivre là où ils vivent présentement dans plusieurs régions de la planète. Il y a des coins qui deviendraient, et dans certains cas, qui deviendront peut-être malgré ça invivables. Mais là, on a réussi collectivement, grâce à tout le travail qui se fait un peu partout, puis ça a pris du temps. Là. Moi, j'étais à la première conférence des partis des Nations Unies en 1995, la COP 1. Là, on s'en va à la 28e à la fin du mois de novembre. Est-ce que, juste une mini-parenthèse sur cette période de temps-là, est-ce que le sentiment d'urgence dans ces rencontres-là était aussi présent en 95? Non. Alors, en 95, je pense qu'il y a le Devoir qui avait fait un article pendant les 2 semaines de la conférence, puis les journalistes, la population en général, la plupart des décideurs pensaient que c'était des écolos, puis des chercheurs un peu crackpot dans leur coin, là, qui inventaient des problèmes. T'sais. L'urgence, on la sent depuis à peu près une décennie. Mais pendant 20 ans, on aurait pu... Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on le savait pas mal il y a 30 ans. Oui, c'est ça. La science est plus... c'est plus raffiné, nos connaissances sont meilleures, on est meilleur à anticiper les problèmes à les voir venir. La tempête tropicale Fiona qui a frappé les provinces atlantiques l'an passé, Environnement Canada a prédit à quelques centaines de mètres près où elle allait passer. Fait qu'on a réussi à faire évacuer des gens. Puis finalement, il n'y a pas eu trop de... Il y a quand même eu des décès, mais il y en a eu peu. Alors ça s'est amélioré, mais en gros, ce qu'on sait aujourd'hui, on le savait il y a 35 ans. Mais les gouvernements n'ont pas pris ça au sérieux. Puis là, depuis, on commençait à prendre ça au sérieux. On n'en fait pas encore assez, puis c'est vrai pour le Canada aussi. Mais là, les experts nous disent qu'on se dirige... Avec les engagements qu'il y a présentement, on se dirige vers un monde où l'augmentation de température serait de l'ordre de 1,7 à 2,5. Alors, c'est encore trop, donc il faut continuer. Quand les gens me disent « vous en faites trop », on me dit moins ça au Québec, mettons, qu'en Alberta. Ouais. Mais vous en faites trop, monsieur le ministre. Moi, je leur dis, dans quel monde vous voulez vivre? Puis dans quel monde vous voulez que vos enfants vivent? Puis vos petits-enfants, tu sais. Alors, plus on agit rapidement, plus on travaille fort pour réduire puis éventuellement éliminer notre dépendance. Parce que, tu sais, essentiellement, c'est le pétrole, le gaz naturel puis le charbon. Là, une fois qu'on a réglé ça, on a... Bon, il y a l'agriculture, tu sais, mais... C'est quand tu t'attaques à ça, quand on va avoir réussi. Puis au Canada, le charbon, on est en train d'éliminer ça. Ça va super bien. Partout dans le monde, il y a une exception notable, c'est la Chine. Mais le charbon est en perte de vitesse partout. Les pays réduisent de plus en plus leur utilisation de charbon. Alors donc, moi, je pense que le charbon, d'ici 2030, ça va être largement réglé. Là, il nous reste le gaz naturel puis le pétrole. Puis les cibles qu'on se donne, tu sais, on va-tu les atteindre réalistiquement? Parce qu'historiquement, à chaque fois qu'on s'est donné les cibles, ça s'est pas passé. Au Canada, c'est vrai, on a... Puis, tu sais, il y a un gros débat autour des cibles aussi. On perd tellement de temps à parler des cibles, à essayer de mettre des cibles, puis finalement, tellement pas assez de temps à les atteindre. C'est un excellent point. Moi, quand le Parti libéral a gagné l'élection en 2015, là, il y avait tout un débat, tu sais, chez les écologistes, j'étais à Équiterre à l'époque. Le premier ministre Trudeau a dit, bon, on va garder les cibles actuelles, mais on va travailler à avoir un plan pour les atteindre avant d'avoir des nouvelles cibles. Puis les cibles qui étaient là, c'était celles de Stephen Harper. Stephen Harper avait effectivement... C'est conservatrice. Là.
dans tous les sens du mot. Puis, mais Harper avait mis en place aucune mesure, il n'y avait aucun plan pour atteindre ces cibles-là. Puis le premier ministre Trudeau a dit, écoutez, donnons-nous les moyens d'atteindre ces cibles-là. Puis là, quand on sera confiant qu'on est capable, on ira à une cible plus ambitieuse, puis après ça, plus ambitieuse. Puis moi, je faisais partie du camp chez les écolos, puis tout le monde n'était pas d'accord, mais qui disait exactement ça. Tu sais, hey, ça fait 30 ans qu'on parle de cibles au Canada. On peut-tu parler de la mise en œuvre puis de comment on va faire? Puis là, ce qui est arrivé depuis 2015, c'est qu'au départ, donc, les cibles étaient de réduire d'au moins 30 % de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Là, on a révisé ça à 38 % après un premier plan d'action. Puis là, on a commencé à mettre en place nos mesures. Puis on s'est dit, bon, on est capable d'aller plus loin. Fait que là, notre cible actuelle, c'est 40 à 45 % d'ici 2030. Donc, c'est beaucoup plus que c'était il y a à peine 8 ans. Puis moi, je suis très confiant qu'on va les atteindre. On a présenté un plan l'an passé, un espèce de rapport d'étape qui montre on est rendu où, qu'est-ce qui reste à faire. Puis on est déjà à peu près à 25 % de l'atteinte de notre cible de 2030. On est en 2023. Donc, il nous reste 7 ans pour faire le reste du chemin. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est dans la poche puis qu'on peut tous s'en retourner chez nous puis s'occuper de notre jardin puis laisser faire ces débats-là sur le pétrole puis le gaz naturel. Pas du tout. Mais moi, je suis confiant. Moi, quand je regarde les problèmes climatiques puis les courbes qu'on voit de l'aspect exponentiel de ces trucs-là, on dirait que je me dis que la solution passe par des solutions exponentielles aussi, tu sais. Puis est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire? Est-ce que la technologie est capable de exponentiellement rattraper les effets néfastes des changements climatiques? Ben, la technologie, on a deux problèmes. Que ce soit la pollution plastique, que ce soit la biodiversité, que ce soit les changements climatiques, on a des problèmes de technologie, puis on a des problèmes de choix de société. Ouais. La technologie va... Donc, on parlait du pétrole et du gaz, un problème technologique. Ouais. Puis bon, la technologie va nous aider là-dedans, mais la technologie ne nous aidera pas, ou en tout cas, pas beaucoup à régler nos problèmes de choix de société. Pendant des décennies au Canada, puis dans plusieurs autres pays, puis en fait, ils le font encore dans les autres pays, mais les pays du G20 fournissent à peu près 700 milliards de dollars de subventions aux combustibles fossiles par année. Une subvention qui va juste à ce secteur-là. Le Canada, on les a éliminés cette année, ces subventions-là. Complètement. On est le premier pays du G20 à avoir fait ça. Puis l'objectif, c'était de le faire pour 2025. Nous, on a dit on va le faire 2 ans plus tôt que prévu. Il reste encore des subventions au Canada qui sont par ce qu'on appelle du financement public. Donc, pour l'Organisation mondiale du commerce, une subvention, c'est un transfert d'argent direct du gouvernement vers une entreprise. Mais dans le cas c'est des subventions qui allaient juste au secteur du pétrole ou juste au secteur du gaz. Maintenant, les gens disent, ouais, mais vous subventionnez encore les pétrolières. Je dis, bien, attention, là, on a des subventions pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour tous les secteurs d'activité, que ce soit les cimenteries, les alumineries, la production d'acier. Puis si les pétrolières veulent utiliser ces subventions-là, ils peuvent aussi, mais ce n'est pas une subvention qui est juste là pour les aider, eux, puis 2, ce n'est pas une subvention qui est là pour les aider à faire plus de pétrole ou de gaz. C'est une subvention qui est là pour les aider à réduire la pollution. Ça, c'est un choix, ce 700 milliards-là... Est-ce que c'est bien encadré, l'utilisation de ces subventions-là? Ben, je veux dire, une fois que la compagnie reçoit la subvention pour réduire sa pollution, est-ce qu'il y a comme des... Il y a des suivis qui sont faits, puis nous, on fait des suivis en tant que gouvernement, puis on est surveillé par les ONG, on est surveillé par les partis d'opposition, par le commissaire à l'environnement. Fait, est-ce que 100% des subventions... Est-ce que 100% des compagnies sont clean dans tout ça? Peut-être pas. Mais largement, puis au Canada, on est en train de réduire les émissions. En 2019 et 2021, on a réduit de 50 millions de tonnes. Là, les gens vont dire, ouais, il y avait la pandémie, c'est vrai, mais en 2021, on n'était plus vraiment en pandémie. L'économie du Canada a été la plus performante de tous les pays du G7 cette année-là, puis encore l'année passée. Puis malgré ça, on a réduit d'à peu près l'équivalent d'enlever 11 millions de véhicules sur nos routes. Fait que c'est quoi? C'est le prix sur la pollution qu'on a mis au Canada. C'est des mesures pour forcer dans le secteur du pétrole et du gaz à réduire les émissions de méthane. Gaz à effet de serre très puissant. Le méthane va être réduit dans ce secteur-là d'au moins 40% d'ici 2025, donc dans 2 ans, puis au moins 75% d'ici 2030. C'est un des objectifs les plus ambitieux sur la planète.
Puis si on réussit collectivement, là, on parle de solutions technologiques, le méthane, là, c'est pas compliqué. Là, dans le secteur du pétrole et du gaz, le méthane, c'est du gaz naturel qui fuit dans les procédés industriels, dans les gazoducs. Donc, les solutions technologiques sont assez simples à mettre en place pour réduire cette pollution-là. Mm-hmm. Puis si on fait ça collectivement, au Canada, aux États-Unis, puis en Chine, puis c'est presque 1 degré Celsius de moins d'augmentation de température. Si on fait juste le méthane, tout le monde dans le secteur du pétrole et du gaz, fait moi, je suis allé en Chine cet été, puis là, les conservateurs disaient que j'étais un espion chinois, mais si on réussit à sentir, il y a plein d'affaires avec lesquelles on n'est pas d'accord. Oui, j'ai un peu espionné, mais pas tant que ça. Mais si on réussit à s'entendre avec la Chine, puis là, je vais parler à l'Arabie Saoudite aussi, parce que, puis cette année, en plus, la conférence de l'ONU a lieu dans un grand pays producteur de pétrole et de gaz, les Émirats arabes unis. Ben, j'ai eu plusieurs rencontres avec le président de la conférence pour dire, tu es un grand producteur, nous autres ici au Canada, on est un grand producteur, on peut-tu travailler ensemble sur ces affaires-là? Fait que, je pense que comme ça nous aide à régler une partie du problème, mais après ça, il y a des choix de société, puis on en parlait tout à l'heure, les débats sur les stationnements, est-ce qu'on fait plus de pistes cyclables? Plus ça va être facile pour moi, ça fait 35 ans que je fais du vélo à Montréal. Il y a 35 ans, il y avait 3 pistes cyclables. Il y avait celle sur la rue Rachel, il y avait celle sur le boulevard Gouin, puis il y en avait peut-être une autre, puis c'était pas super. Alors que là, il y en a beaucoup plus. Il y a plus de gens qui se déplacent en vélo, il y a moins d'autos. L'année passée, au Québec, notre consommation d'essence a diminué c'est la plus basse consommation depuis à peu près une décennie. C'est pas même quand tu compares à la pandémie. Pourquoi? Les gens, il y a plus de gens qui se déplacent en vélo, il y a plus de transports en commun, il y a plus de voitures électriques aussi. On est rendu à peu près au Québec à quelque chose comme 15 ou 16% des ventes de véhicules sont des véhicules électriques. Moi, je pense pas que le véhicule électrique, c'est la solution à tous nos problèmes. Je pense que c'est une partie de la solution pour plein de gens qui ont besoin de véhicules puis qui vont continuer d'avoir besoin de véhicules. Alors, ça, c'est des choix de société. Comment on aménage nos villes, quelle place on fait à la voiture, combien on investit dans le transport collectif. Mais mais y a-t-il des technologies auxquelles... là, on entend parler de recapture de CO2, de carbone. Y a-t-il des nouvelles technologies comme ça qui peuvent nous donner espoir qu'on peut renverser carrément là, les effets, tandis que oui, freiner c'est une chose, mais vraiment quelque chose qui n'était pas possible avant, que là, peut-être la technologie, peut-être des nouvelles innovations pourraient créer. Tu as raison que ce que les scientifiques nous disent, c'est que ça se pourrait dans les prochaines années qu'on dépasse le 1,5 degré Celsius, mais il ne faut pas baisser les bras parce si on travaille fort, on est capable de, même si on dépasse, de ramener ça par la suite. Donc, de faire en sorte que les températures redescendent en bas d'1,5, puis peut-être même encore plus. Ça passe en partie par des technologies comme la capture du carbone, même si je pense que c'est pas une solution magique. Il faut réduire notre dépendance au pétrole. Puis là, on va consommer encore du pétrole en 2100 dans un monde carboneutre, mais pas nécessairement... peu probable qu'on le mette encore dans des voitures ou peut-être dans le secteur de l'aviation. On va en utiliser encore, mais on va en avoir de besoin, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Puis pour ce pétrole-là qui va rester, là, il va falloir capturer les émissions puis les séquestrer. Le reboisement, c'est une bonne façon, c'est une vieille technologie. C'est ça. Technologie, ça s'appelle des arbres. C'est une nouvelle affaire, c'est vraiment... Puis il y a des programmes massifs de reboisement un peu partout à l'échelle de la planète parce qu'on sait que ça peut nous aider. On n'arrivera pas juste en plantant des arbres, mais ça peut faire une différence importante aussi. Tu parlais de choix de société, puis quand... j'imagine que tu arrives en politique puis que tes idées idéalistes, peut-être d'anciens militants écologistes, se frappent à l'espèce de concurrence entre pays vers la progression puis la croissance. C'est comment ces discussions-là quand toi, mettons, tu parles à ton homologue chinois, mais qu'au final, les décisions se prennent quand même en haut pour la croissance économique puis les espèces de jeux de puissance entre les pays.
Comment est-ce que ça se passe, ces discussions-là? Ben, c'est sûr que quand j'ai pris la décision d'aller en politique, ça m'a pris bien du temps de décider ça. Moi, j'ai quitté Équiterre en octobre 2018, puis j'ai annoncé que je me présentais pour le Parti libéral en juin 2019. Puis avant de quitter Équiterre, j'y pensais déjà. Puis j'ai quitté Équiterre parce que j'étais plus sûr. Tu sais, je savais pas si j'allais y aller ou j'allais pas y aller, mais je me disais, bon, tu sais, je peux-tu rester chez Équiterre? Je peux-tu continuer d'être porte-parole d'Équiterre alors que je me demande si je vais être candidat pour le Parti libéral? Donc, ça m'a pris des mois avant de me décider à y aller. Puis une partie de la réflexion, c'était ça, tu sais, est-ce que je vais réussir à faire avancer les choses? Puis, tu sais, quand j'étais chez Équiterre, j'étais essentiellement un lobbyiste environnemental. C'est ça que je faisais. Tu sais, je rencontrais des députés, des ministres, puis je travaillais sur des projets de loi, des projets de règlement, sur les budgets. Alors, j'avais une assez bonne idée, mais quand tu arrives en politique, tu découvres un paquet d'affaires que tu comprenais pas, que tu voyais pas quand tu n'étais pas en politique. Alors, il y a un apprentissage, puis ça fait 4 ans maintenant, puis je te dirais que j'apprends encore beaucoup à comprendre, tu sais, le fonctionnement de l'appareil gouvernemental, les ministères, le Conseil du Trésor, le cabinet, le Parlement, les projets de loi. On est un gouvernement minoritaire. Il faut travailler avec l'opposition, le Bloc puis l'NPD, les conservateurs, mettons que il n'y a pas beaucoup de collaboration là. Alors, je pense que c'est beaucoup plus facile maintenant pour quelqu'un comme moi d'arriver dans un gouvernement, ben ça dépend lequel, là. Mettons, si t'es dans le gouvernement de Donald Trump, je suis pas sûr, mais d'être capable de faire avancer ces choses-là. Tu sais, je suis pas tout seul au cabinet à penser qu'il faut lutter contre les changements climatiques. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'appui. Je suis pas comme l'écolo, extrémiste dans le coin, là, tu sais. Puis c'est un peu la même chose au niveau international, tu sais. Il y a une prise de conscience globale de ces enjeux-là. Puis c'est vrai, tu sais, je veux dire, en Europe, par exemple, particulièrement en Scandinavie, par exemple, tu as des gouvernements de droite qui sont pro-lutte au changement climatique. En fait, il y a quelques pays, tu as l'Australie, le Canada, les États-Unis, où les gouvernements de droite sont anti-environnement, mais dans la plupart des pays, un des pays avec lequel, c'est presque une épiphanie, un des pays avec lequel j'ai le plus collaboré depuis que je suis ministre de l'Environnement, c'est le gouvernement de droite populiste de Boris Johnson en Grande-Bretagne. Boris Johnson m'a appelé au début de la COP 15, on a fait un Zoom ensemble, puis là, il m'appelait pour me féliciter d'avoir accepté d'être l'hôte de la COP 15, puis de travailler avec la Chine, puis je peux-tu t'aider, Steven? Puis, tu sais, écoute, dans la vie, là, j'ai pas grand-chose en commun avec Boris Johnson, là, tu sais, mais c'est un populiste de droite pro-environnement. Alors, c'est deux idées qui sont pas mutuellement exclusives. Exact. Puis je pense qu'on voit ça de plus en plus. Bon, c'est pas tout le monde, là, mais nos conservateurs. Tu sais, au Québec, on a la CAQ, particulièrement parti de gauche, mais sur l'environnement, ils sont quand même... Tu sais, on est capable de travailler ensemble. Ils font quand même beaucoup de choses. Je dirais pas que c'est parfait, mais il y a un dialogue qui est possible, puis il y a une collaboration qui est possible. C'est pas comme ça partout, nécessairement. D'un côté, si on revient à la racine du mot conservateur, je veux dire, il n'y a rien de plus... il y a rien de plus traditionnel que la nature, là, on est supposé vouloir la conserver. Là, exact, puis les partis conservateurs ont été parmi les premiers à lancer des programmes de conservation. Je veux dire, ça allait de soi. Ouais. Bon, entre autres parce qu'il y a beaucoup de chasseurs et pêcheurs puis qui veulent pouvoir continuer à pratiquer ces sports-là. Fait qu'ils se disent, ben ça prend... Quand il n'y aura plus d'orignaux, ça prend de la place pour faire ça. Mais bon, écoute, si c'est ça qui les motive, en autant qu'il y ait de la conservation qui se fasse, moi, ça marche. Tu sais. Ouais. Mais c'est pas le cas ici au Canada, for some reason. Ben, en fait, ça... Tu sais, à l'époque, on a eu des grands ministres de l'Environnement conservateurs fédéral. Lucien Bouchard, un conservateur. Jean Charest, un conservateur. Tu sais, c'est Jean Charest qui représentait le Canada à la conférence de Rio en 1992. Là. Puis le Canada a vraiment tiré les États-Unis. Là, c'est le premier ministre Brian Mulroney qui a invité son ami George Bush père à venir à Rio. Il ne voulait pas venir, il ne voulait pas signer la convention. Il l'a fait finalement, beaucoup à cause du Canada. Fait qu'il était une époque où les conservateurs étaient pro-environnement au Canada. Mais là, depuis
Stephen Harper, puis bon, Andrew Scheer, puis M. O'Toole, puis là, avec Pierre Poilievre, c'est encore pire, là, je veux dire. Là, c'est une forme de conservatisme qu'on n'a jamais vue encore au Canada. C'est vraiment une formule canadienne de Donald Trump, puis de Bolsonaro au Brésil, puis les autres, Orban en Hongrie, puis... Puis ce changement de mentalité-là, est-ce que tu crois que c'est aussi par viser d'aller chercher des votes, d'aller chercher des élections? Parce que quand on parle d'environnement, la chose principale qu'on dit aux gens, c'est qu'il va falloir changer votre vie. Il va falloir changer votre façon de vivre. Tu sais, changer nos habitudes de vie pour amoindrir notre impact carbone. Puis c'est probablement la chose que les gens veulent le moins entendre, de se faire dire vous allez devoir changer la façon avec laquelle vous vivez. Puis est-ce que quand c'est devenu vraiment un enjeu pressant, de dire non, il faut vraiment changer, bien là, la posture inverse de dire non, vous n'avez pas besoin de changer est devenue une posture électoraliste? Alors, en politique, tu veux toujours gagner des votes. Ouais. Entendons-nous là-dessus. Mais après ça, tu sais, je pense que si on regarde au Parlement à Ottawa, la majorité des Canadiens et Canadiennes ont voté pour des représentants et des partis politiques qui sont pro-lutte au changement climatique. Le Bloc québécois, le NPD, le Parti libéral, les Verts. Puis, tu sais, là, il va y avoir une élection éventuellement, puis il va y avoir des débats, puis là, on va débattre des questions environnementales, puis là, tu sais, le Parti vert va dire « Ah, les libéraux, vous en faites passer », puis on n'est pas d'accord sur tout, là, mais on est d'accord sur ces 4 partis-là, on est d'accord sur un paquet d'affaires, tu sais. Puis là, tu as le Parti conservateur, tu sais, qui est complètement à part. Fait qu'il y a une minorité de Canadiens et de Canadiennes qui votent pour un parti qui veut rien savoir. La majorité des gens sont pas là. Puis moi, je fais toujours attention au discours un peu alarmiste. Oui, mais on propose pas aux gens de retourner à l'âge de pierre. On n'est pas là-dedans. Mais oui, il va y avoir puis on parlait des changements de comportement. On le voit déjà. On parlait de l'aménagement du territoire puis de l'utilisation. Moi, il y a 30 ans, là, des gens qui utilisaient le vélo comme moyen de transport, on était 10 à Montréal, puis on se connaissait tous, là, je veux dire, on s'appelait par notre prénom, là. Là, aujourd'hui, tu as des centaines de milliers de personnes partout au pays, c'est vrai beaucoup au Québec, mais c'est vrai ailleurs au pays, qui ont fait ce choix-là. Il y a une voiture de moins des fois dans la famille, puis où il y a 2 voitures, mais ils l'utilisent beaucoup moins pour les gens qui habitent plus loin, on investit plus en transport en commun, là, grâce aux investissements fédéraux, il y a plus de 1200 projets de transport en commun en construction, achat d'autobus électriques. Mon collègue, le ministre Leblanc, il y a quelques mois, a annoncé 1200 autobus électriques pour le Québec. Fait que, je suis pas sûr que les gens qui décident de choisir de prendre le transport en commun, de prendre le vélo, se disant je sacrifie aujourd'hui un choix de vie. Ils le font probablement parce qu'ils trouvent ça plus pratique, plus agréable, plus économique aussi, ça coûte moins cher. Oui, définitivement. Au niveau de la pollution plastique, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de sacs en plastique à peu près nulle part? Oui, notre gouvernement a mis en place des mesures pour les éliminer, mais à la base, c'est les gens qui ont arrêté de prendre des sacs de plastique. Quand les gouvernements sont arrivés, quand les gouvernements ont légiféré là-dessus, que ce soit Québec ou Ottawa, les gens avaient déjà à 90% arrêté de prendre des sacs de plastique. Moi, je parlais aux gens des grandes bannières, Rona, puis tout ça, puis ils me disaient... Plus personne qui nous demande ça. On en a gardé, je parlais à l'ancien PDG de Rona, il disait on en avait gardé 10%, puis on les utilise même pas. Ça, c'était avant qu'on mette en place. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une sagesse populaire aussi. Des fois, puis bon, les gens sont pas toujours d'accord. Tu sais, là, je me fais planter en Atlantique à cause de la tarification carbone, parce qu'on a été un peu laxiste. On a mis ça en place au Canada en 2019. Puis dans ces provinces-là, on a été un peu laxiste avec la mise en œuvre, puis... Ils avaient des systèmes qui disaient que c'était équivalent de tarification, mais ça ne l'était pas vraiment. Puis là, l'année passée, j'ai serré la vis à tout le monde à travers le pays. Fait que là, eux, il y a eu comme un rattrapage, tu sais, ils ont dû faire en quelques mois ce qu'on a fait dans le reste du pays depuis 3-4 ans, puis au Québec même depuis plus longtemps que ça, parce qu'on a pris sur la pollution au Québec depuis bien avant le Canada.
Alors là, tu sais, je passe au bat, là. Je peux même pas aller... tu sais, là, j'avais un voyage de prévu à Halifax, puis là, les gens m'ont dit, écoute, peut-être tu devrais attendre avant de venir. Je peux pas aller en Alberta non plus. Je peux pas aller en Saskatchewan. Il y a une chance, je peux aller au BC. Au Québec, ça va. Les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, là, je suis encore bienvenu. Alors, c'est pas pour dire que... Donc, c'est plus facile, mais c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des vents de face. Là, ça serait facile pour le premier ministre de me dire, écoute, Stephen, là, l'Alberta est en guerre contre moi, la Saskatchewan... Doug Ford a dit de moi que j'étais, en anglais, a piece of work. Puis la première ministre de l'Alberta qui choisissait Pitt, elle a dit ça à un moment donné. Devrais-je arrêter de parler? Oui. Il se passe rarement une semaine sans qu'elle me plante pas sur les médias sociaux, là, à jour d'heure avec ma face dans son bureau. Coupé voodoo de Stephen Oui, je suis sûr. Le premier ministre pourrait dire, écoute, Stephen, slack un peu, là, mais non, il me dit pas, il dit go, dans la dernière année, on a adopté un règlement, ce qu'on appelle la norme sur les carburants propres, donc pour forcer les distributeurs d'essence et de diesel à réduire leur empreinte carbone. On a présenté le projet de règlement pour la loi zéro émission que Québec a déjà depuis très longtemps. Moi, j'ai travaillé là-dessus au Québec quand j'étais chez Équiterre. Le BC en a déjà une, donc pour forcer les fabricants d'automobiles à mettre plus de voitures zéro émission, donc essentiellement des voitures électriques sur le marché. Puis au Canada, ça sera 100% d'ici 2035, comme le Québec a déjà un règlement là-dessus aussi. J'ai présenté un règlement pour que le réseau électrique soit carboneux d'ici 2035. Au Québec, on voit pas ça, là, mais en Nouvelle-Écosse, 60% de l'électricité produite, c'est encore du charbon. Ah ouais, hein? La Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, on utilise encore beaucoup de combustibles fossiles pour produire de l'électricité. Alors, on a fait ça aussi. Je vais présenter un projet de règlement pour mettre un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz. Tout ça dans les 2 dernières années. Ouais. Puis quand je disais, plutôt, il y a des gens dans certains coins du pays qui disent, ben là, tu trouves pas que tu y vas fort un peu? Puis moi, je dis, ben non, on n'a pas le choix, tu sais. Même si c'est quasiment pas assez encore, là, tu sais. C'est pas assez encore, tu as raison. Il faut en faire plus. Ça, c'est la liste des bons coups aussi, mais je veux dire, il y a certainement des décisions de votre gouvernement avec lesquelles t'aurais voulu aller dans l'autre sens puis qui sont allés, là, je pense, entre autres, projet de Baie du Nord, de nouveaux projets pétroliers récents que j'ai de la misère à imaginer que le militant au fond de Stephen Guilbeault qui est encore là. À la tour du CN. Ce gars-là, j'ai de la misère à l'imaginer être d'accord avec ça. C'était une journée tough. J'en doute pas. Tu me posais la question tantôt, certain idéalisme avant d'arriver en politique. Je savais de façon un peu intellectuelle qu'il y aurait des moments où je gagnerais pas toutes mes batailles. Tu le sais pas tant que t'es pas rendu dans ce moment-là. C'est une chose de dire, il va sûrement avoir des moments, puis là, d'être dedans, puis de le vivre. Cette journée-là, c'était tough. Là. C'est la pire journée de ma vie, c'est sûr. Là, puis les écolos, avec raison, ont dénoncé tes anciens amis, collègues, là, ça va pas être facile quand même. En fait, je dirais encore amis, anciens collègues. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas perdu d'amis depuis que je suis arrivé. Il y a des gens qui m'aimaient pas quand j'étais à Équiterre, qui m'aiment encore moins aujourd'hui, c'est sûr. Mais mes anciens collègues et toujours amis m'ont sévèrement critiqué cette journée-là, puis c'est ce qu'ils devaient faire. Mais je suis arrivé chez nous ce soir-là. Puis quand on était à Ottawa, on travaille tout le temps. Là. Je veux dire, tu arrives à 8 h le soir, puis là, tu as encore 1 heure ou 2 de lecture à faire pour tes rencontres du lendemain, puis les briefings, puis tout ça. Fait que tu es chez vous tout seul, puis c'est tough. Là, c'était une journée. Mais là, mes anciens collègues et toujours amis ont commencé à m'écrire pour me dire, tu sais, on a été rough avec toi aujourd'hui, là, mais tu es quand même notre ministre de l'Environnement préféré. Fait que tu dis, les gens, je pense, comprennent que je suis père de 4 enfants, je gagne jamais toutes mes batailles à la maison. Je ne gagnerai pas toutes mes batailles dans un pays de 40 millions de personnes. Mais je comprends que faire de la politique, c'est faire des compromis, il y a beaucoup de variables. L'environnement est une des variables parmi d'autres pour un gouvernement, puis qu'il faut prendre tout en compte, puis tout ça. Mais c'est quoi? J'ai de la misère quand même à voir pourquoi on fait un nouveau projet pétrolier en aujourd'hui. Là,
C'est quoi la décision? C'est quoi le thinking derrière cette décision-là, en fait? Bon, c'est la première fois qu'on demande, qu'on exige, en fait, c'est pas une demande, c'est une exigence que ce projet-là soit carboneux d'ici 2050. C'est le premier projet dans l'histoire du pays où on leur demande de faire ça. C'est l'extraction qui est carbone? C'est l'extraction. Parce qu'on le brûle quand même à l'autre bout, le gaz aussi. Oui, effectivement. En fait, d'après le GIEC, je disais que le pétrole qu'on va utiliser en 2050, on ne le brûlera plus dans nos autos. On consomme à peu près aujourd'hui 105 millions de barils de pétrole par jour à l'échelle mondiale. D'après les scénarios du GIEC et des autres, on va en consommer encore à peu près 25 millions en 2050 dans un monde carboneutre. Ce pétrole-là qu'on va consommer, on le brûlera plus beaucoup. On va s'en servir pour faire de l'asphalte, on va s'en servir pour faire des lubrifiants, mais la combustion du pétrole en 2050, il n'en restera plus beaucoup. Okay. Même si, donc, tu dis, bon, OK, j'approuve ce projet-là parce qu'on va avoir encore besoin de pétrole. C'est un projet qui va émettre moins. C'est vrai que j'ai dit oui à ce projet-là, mais je suis aussi le premier ministre de l'Environnement dans l'histoire du Canada à dire non à un projet de sable bitumineux qui aurait émis 10 fois plus que le projet de Baie-du-Nord. Fait que tu dis, bon, OK, tu sais... puis on a dit oui à juste un projet dans les 2 dernières années. La Norvège, qui est un modèle à plusieurs égards, vient d'annoncer 18 milliards de dollars d'investissement dans le pétrole et le gaz dans la mer du Nord. Puis les États-Unis, le président Biden a annoncé une centaine de projets dans le golfe du Mexique. Fait que je me dis, bon, OK, nous, on en a annoncé un, je me suis fait rentrer dedans avec raison. Honnêtement, je doute qu'il y ait beaucoup d'autres projets pétroliers. Après celui-là. Tu sais, je regarde, là, moi, j'ai un peu... J'ai la chance de pouvoir voir les projets qui vont être présentés à l'Agence d'évaluation environnementale. Puis tu sais, quand un projet est présenté, bien là, une évaluation environnementale d'un projet comme ça au Canada, ça prend 3 à 5 ans. Tu sais, y a-tu beaucoup de compagnies pétrolières qui se disent, OK, moi, je vais présenter un projet, puis là, il va y avoir une évaluation, puis dans 3 à 5 ans, si tout va bien, je vais avoir mes permis pour commencer à faire ça. Est-ce que le monde va encore... Même au Canada, la Régie de l'énergie du Canada a présenté un rapport au mois de juin dernier qui regarde, qui dit essentiellement que la production de pétrole au Canada va plafonner vers 2027-2028. Puis que là, dépendamment des scénarios, des hypothèses que tu regardes, la production de pétrole au Canada va diminuer d'1 tiers à 2 tiers d'ici 2050. Fait qu'on... Puis, tu sais, c'est logique, là, on ne peut pas penser qu'on va continuer à produire autant de pétrole ou à consommer autant de pétrole alors qu'on électrifie nos transports, qu'on électrifie nos industries. Tout s'en va à l'électrique. Donc, à un moment donné... Ce pétrole-là, est-ce qu'il va être consommé ici ou il va être exporté ou les deux? On exporte, donc on produit à peu près 4 millions de barils de pétrole par jour au Canada. Citez-moi pas là-dessus, là, mais ça tourne autour de ça. On exporte à peu près 1 million de barils, un peu plus qu'1 million de barils aux États-Unis essentiellement. Notre capacité d'exportation, c'est presque exclusivement vers les États-Unis. Donc, on n'exporte pas en Europe. Il y en a un petit peu, là, mais vraiment pas beaucoup. C'est surtout vers les États-Unis. OK. Tantôt, tu mentionnais les bons coups, appelons ça comme ça, les bons coups que tu as fait dans les dernières années, simplement. Puis, en t'écoutant, je me disais, c'est intéressant d'avoir cette conversation-là, puis de les entendre parce que on les entend pas. Ces bons coups-là, on dirait que ça se parvient pas jusqu'au monde, fait que c'est difficile de comme se sentir que ça va dans la bonne direction, ou même j'imagine que pour toi, ça va être difficile de faire, hey, on fait quelque chose, tu sais. Parce que moi, on en parlait l'autre fois, la seule affaire que j'entends quand on parle de politique, ici, en tout cas au Québec, c'est le 3e lien. C'est la seule affaire que j'entends parler. J'entends rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien qui parvient. Les politiques fédérales, les actions comme ça, on n'en entend pas parler. Je vais te mettre sur ma liste d'envoi. Ben, si vous voulez, sur ta newsletter. Mais comment on fait pour rejoindre les gens, faire hey, ça se passe, puis...
sans que ça se fasse juste à huis clos, puis qu'au final, on a l'impression que le gouvernement fait rien, puis qu'il n'y a rien qui se passe. Puis... C'est sûr qu'il y a un certain cynisme par rapport à la politique en général. On vit dans... Puis c'est pas toujours comme ça n'a pas toujours été comme ça, puis je pense pas que ça va toujours être comme ça. Mais là, présentement, on a des gouvernements très populistes. Il y a une vague vraiment planétaire, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Puis il y a un phénomène médiatique aussi, puis je ne cherche pas ici à blâmer les médias, mais la réalité, c'est que la controverse, les mauvaises nouvelles, ça fait vendre plus que les bonnes nouvelles. C'est rare qu'un média va faire son grand titre avec quelque chose d'hyper positif. On réduit 11 000 barils de pétrole. Le fédéral réduit ses émissions de gaz à effet de serre de l'équivalent de 11 millions de véhicules. Ouais. Ils vont en parler, ça va être la 12e nouvelle, ça va être si tu te rends en bas de la page, tu vas le voir. Puis c'était comme ça, moi je me souviens quand j'étais chez Kitaï, un producteur à Radio-Canada qui m'avait dit, give me some blood, Steven, la controverse, c'est ça qui... Alors, il y a ça, donc tu as un certain cynisme par rapport à la politique, les gens ne réalisent pas, mais il y a un groupe de chercheurs à l'Université Laval qui font des études depuis de très nombreuses années sur le respect des engagements électoraux, des promesses électorales. Puis, encore une fois, de mémoire, là, au Canada, puis c'est vrai aux États-Unis aussi, là, en moyenne, les partis politiques vont respecter à peu près 77-78% de leurs promesses. Moi, des fois, je fais 77? 77? 77 à 78, là. Okay. C'est presque 80%. Donc, 3 promesses sur 4. On entend surtout parler de celle qui n'est pas... Moi, j'aurais pensé 50%. Moi, souvent, je vais faire des conférences, puis je demande aux gens, vous pensez c'est quoi? C'est 0 à 25%, puis là, tu as comme la moitié de la salle qui lève la main. Puis là, de 25 à 50, un autre tiers. Puis là, pour le plus que 75, tu en as 3 dans la salle, qui écoutent CPAC, puis qui regardent la période des questions, qui sont au courant. Mon fils de 20 ans, il fait ça, lui. Alors... Puis c'est vrai, les promesses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Le gouvernement de Stephen Harper a respecté à peu près 80% de ses promesses. Dans notre premier mandat, nous, selon ce groupe-là, on était à 90%, donc de 2015 à 2019. Mais la perception, c'est que les partis politiques, puis c'est vrai pour la CAQ, c'est vrai pour pas mal tout le monde, le gouvernement Obama. Trump, j'ai pas vu pour Trump, ça c'est peut-être plus compliqué dans le cas de Donald Trump, là, mais en moyenne. Mais c'est pas la perception que les gens ont pour toutes sortes de raisons. Parce que les gens s'intéressent. Les gens s'intéressent quand même un peu à la politique, mais il y a peu de gens qui vont prendre le temps de regarder un peu tout ce qui... pas tout, là, mais une bonne partie d'analyser un peu tout ça. Ça va vite, tu travailles, les enfants, maison, boulot, dodo, tu sais. Tu parlais de « Give me some blood ». Si on retourne un petit peu dans ton passé d'activiste, quand tu regardes aujourd'hui avec ton œil de ministre, mais avec le passé que tu as, des actions d'activistes environnementalistes radicales, comme on a vu justement au US Open, le gars se coller sur le banc, se coller les pieds dans les stands, puis se mettre debout, puis crier, puis interrompre toute la patente. Les personnes qui se présentent dans les musées d'art pour lancer de la sauce tomate. C'est quoi ta perception de ça, de toi qui a déjà fait des stunts radicaux pour attirer l'attention? On sait que c'est quelque chose, c'est ça que ça fait. Mais maintenant, est-ce que tu vois ça du même œil? Est-ce que toi, tu trouves que c'est encore... Ça a encore sa place? C'est encore pertinent de faire des trucs comme ça? Moi, je pense que la désobéissance civile est un outil de changement social qui a encore sa place, certainement. Puis c'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour des causes sociales. Ça a été un moteur de changement dans nos sociétés. Tu sais, on peut penser à Martin Luther King, puis ce que Gandhi a fait en Inde, puis tu sais, le mouvement des suffragettes ici pour le droit des femmes, tu sais, qui posaient des gestes d'éclat comme ça. Il escaladait pas nécessairement la tour du CN, mais moi, je trace un peu la limite où, tu sais, quand j'étais chez Greenpeace, on faisait très attention de ne pas... Tu sais, si on coupait un cadenas parce qu'on rentrait quelque part, on apportait un en échange, tu sais, pour pas...
s'attaquer à la propriété. On utilise, bon, j'ai escaladé la tour du CN, on a utilisé la tour pour passer un message, mais on détruisait pas de trucs. Alors, c'est là où un peu... Donc, moi, j'ai un malaise avec les quelques coups d'éclat qu'il y a eu par rapport aux œuvres d'art. Ouais. Moi, je pense que s'il y a bien un secteur qui a été un vecteur et qui continue d'être un vecteur de changement dans notre société, c'est les arts et la culture. C'est pas la bonne cible. Nos poètes, nos chanteurs, nos écrivains, nos écrivaines. Alors, moi, je suis un malaise avec ça, mais de façon générale, je suis très, très, très à l'aise avec ça. Puis, je pense que tu le fais parce que tu penses que... Puis, généralement, les gens, ils vont faire ça parce qu'ils ont essayé d'autres choses. Ils ont essayé les pétitions, ils ont essayé de rencontrer des... Puis là, ils estiment que... Mais en même temps, tu peux pas tout justifier avec ça. Mais pour moi, la désobéissance civile non violente a sa place. Aucun regret. Non, écoute, c'est drôle, cette semaine, il y avait... Aucun. La première fois, il y a 2 ans, à la conférence de Glasgow, la COP26, j'étais avec il y avait une section des chefs d'État, des leaders. J'étais avec le premier ministre Trudeau. Puis bon, des fois, il y a les discours, tout ça, mais des fois, il y a des petites tables rondes. On rentre dans une pièce, il y a 40 personnes. Il y a le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi. Il y a Boris Johnson. Il y a la première ministre des Barbades, qui est une voix forte là, pour les pays du Sud, là, la première ministre Motley. Il y a Boris Johnson. Et là, je suis assis derrière le premier ministre, le président Biden. Puis le président Biden, il parle, puis il reste un peu, puis là, il se lève pour partir, puis le premier ministre se tourne vers moi, puis il dit « Steven, as-tu déjà rencontré le président Biden? » Je n'ai jamais rencontré le président Biden. Fait qu'il dit « Viens. » Puis là, tu sais, il y a comme les 12 gardes de sécurité autour de Biden, puis le premier ministre accroche le président par l'épaule, puis il dit « Hey Joe, viens, je te présente mon nouveau ministre de l'Environnement. C'est un vrai militant, il a été arrêté 4 fois dans sa vie. » C'est comme ça que j'ai été présenté. Il a un bon CV, c'est que t'as arrêté 4 fois. C'est comme ça que j'ai été présenté au président des États-Unis la première fois. Puis, sincèrement, le premier ministre est très fier de ça, de ce passé-là de militant. Il s'en cache jamais. Une fois Infoman, vous savez comment le travail de recherche qu'ils font, là, ils ont réussi à mettre la main sur quelqu'un qui a filmé le premier ministre qui était avec la ministre de la Défense à l'époque, qui était la ministre Annan, et le secrétaire général de l'OTAN. Ils sont en Europe, puis là, ils font une visite de quelque chose, puis ils parlent jase ensemble. Puis le premier ministre raconte au secrétaire général de l'OTAN que son ministre de l'Environnement, c'est un vrai militant écologiste. Oh, c'est un vrai malade. Regarde ça, il montre des photos de son sel. Puis là, tu as ma collègue, la ministre Annan, qui est une avocate, un prof de droit, mettons, un peu plus straight que moi, tu sais. Puis là, tu vois dans son regard... elle se dit, il n'est pas vraiment en train de dire ça au secrétaire général de l'OTAN, tu sais. Puis là, quand je l'ai revu à la Chambre des communes, Anita, j'ai dit comme ça, le premier ministre embarrassé devant. Puis là, elle était toute mal à l'aise. Steven, écoute. Puis, tu sais, c'était bien correct, là, mais... alors, moi, je pense que le militantisme a sa place, évidemment, dans le mouvement écologiste, dans les mouvements sociaux, mais tu peux être un militant puis travailler pour une banque. Tu peux être un militant puis travailler pour une compagnie qui fait je sais pas quoi. Tu peux être un militant ou une militante en politique aussi. Puis moi, je pense qu'on a besoin de gens... Tu sais, si les gens qui sont préoccupés par ces questions-là vont pas en politique, qui va aller en politique défendre ces idées-là, tu sais? Puis c'est sûr que c'est pas facile des fois, puis tu fais des choix qui sont pas nécessairement... Tu es obligé de prendre des décisions qui seraient pas un choix que toi, tu aurais fait personnellement, mais pas juste là en ton nom personnel. Mais, tu sais, on est embarqué dans le vif du sujet tout de suite, là, dans le podcast, mais tu sais, là, c'est... je suis curieux de savoir, en fait, tu sais, cette fibre-là, pas indépendantiste, environnementaliste. C'est l'indépendantisme on your mind. C'est ça, environnementaliste. Tu parlais de... Tu as fondé Équiterre, je pense, en début 90. Cofondé, tu sais. Puis tu parlais tantôt, tu disais ça fait 35 ans que tu fais du vélo à Montréal. Tu disais, tu sais, justement, il y a 30 ans, c'était pas la même urgence climatique, mais tu sais, ça venait d'où cette conviction-là, en fait, d'un sujet qui était à l'époque moins populaire, puis tu sais, moins urgent, finalement? Ça a commencé comment?
Il y a une histoire qui circule comme quoi, quand j'avais 5 ans, à Latuc, je viens de Latuc, nous, on habitait dans un nouveau développement qui était à la limite de la ville. Puis là, derrière la maison, c'était une forêt. Puis pendant des années, cette forêt-là, ça a été mon terrain de jeu. Puis là, un jour, ils ont commencé à la couper pour faire un plus nouveau développement que notre nouveau développement. Puis là, je suis rentré dans la maison, puis j'ai dit à ma mère, j'avais 5 ans, tu sais, puis je disais, Maman, ils sont en train de couper notre forêt. C'était pas nous autres, là, mais pour moi, tu sais, le petit gars que j'étais. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Ma mère a dit, tu grimpes dans un arbre, elle dit, celui-là, ils pourront pas le couper. Moi, je jouais. Qu'est-ce que je faisais à longueur de journée? Je grimpais dans les arbres. Fait que je suis grimpé dans un arbre, puis je suis passé la journée là, puis là, les travailleurs, ils voulaient le couper, puis là, ils disaient, descends, mon petit Chris. Non, ma mère, elle a dit que je pouvais être ici. Je suis resté là toute la journée. Puis cette journée-là, ils l'ont pas coupé. Ils l'ont coupé éventuellement quand j'étais à la garderie, à la maternelle, le lendemain ou sur le lendemain. Mais ça, c'est la désillusion, là, cette journée-là où est-ce que tu reviens chez vous, puis cet arbre-là est finalement coupé quand t'étais pas là, quand t'avais le dos tourné. Ben, ça m'a... Tu sais, je pense que j'ai certainement pas réalisé à cet âge-là ce qui se passait, mais je pense que, tu sais, avec le temps, cet épisode-là m'a fait prendre conscience de l'importance de l'environnement puis de la protection, mais aussi du rôle qu'on peut jouer pour essayer de le protéger. C'est ton premier stunt, là? C'est mon premier... d'un arbre à la tuque à la tour du CN, il n'y a qu'un pas. Puis, donc, après ça c'est toujours resté comme... Ouais, je m'impliquais beaucoup au secondaire. Je me suis impliqué après ça. Puis c'est à l'université que j'ai rencontré Sidney Ribault, qui est un des cofondateurs, qui est maintenant le directeur de la transition écologique à la Ville de Montréal, Laure Varidel, François Meloche, qui est un expert en finances climatiques, qui a travaillé avec plein de monde. Là, maintenant, il est avec le fonds d'action de la CSN. T'sais, alors, c'est là qu'on s'est rencontrés puis qu'on a cofondé Équiterre. Qu'est-ce qui s'est passé avec les pluies acides? On a réglé ça. Parce que il me semble que au secondaire, c'était de ça qu'on parlait. Ouais, là. Oui. C'était les pluies acides. Ça, puis le trou dans la couche d'ozone. Ouais, c'était comme les pluies acides, c'est la chose, le gros problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, essentiellement, les pluies acides étaient le résultat des émissions de soufre d'un certain nombre d'entreprises. Beaucoup dans le secteur des industries lourdes. Puis on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre des filtres, puis enlever ça, ou l'éliminer presque totalement. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis il y a eu des accords Canada-États-Unis, de sorte que on a réglé ce problème-là. Puis c'est la bonne nouvelle, que ce soit les pluies acides. Tu parlais de la couche d'ozone. À la fin des années 80, les cancers de la peau, le trou dans la couche d'ozone, pour les gens plus âgés comme moi, on se souvient de ça, on en parlait beaucoup. Là, le trou dans la couche d'ozone, on estime qu'il va être presque totalement réparé d'ici 2060. On a signé à Montréal en 1987 le protocole de Montréal sur la couche d'ozone pour qu'on s'attaque à ce problème-là collectivement. On en parlait plutôt, les gens, ils veulent voir des progrès rapides. Ben, la couche d'ozone, on a signé ça en 87, puis en 2060, ça va être réglé. Ça va avoir appris 80 On va l'avoir vu tranquillement. Là. Presque 80 ans. On va encore parler du troisième lien rendu à ce moment-là. J'espère. J'espère qu'on va en parler encore. Ouais, c'est ça. Mais ça montre aussi qu'on est capable de relever ces défis-là quand on se donne les moyens collectivement, mais que deux, plus la problématique est large, plus ça prend du temps. Là, les changements climatiques, c'est probablement l'un des plus grands défis auxquels l'humanité... Je veux dire, le pétrole, le gaz et le charbon, aujourd'hui, à l'échelle planétaire, c'est à plus de 70% de notre portefeuille énergétique. Alors, c'est pas évident là, de se libérer de cette dépendance-là. La couche d'ozone, c'était plus facile, c'était quelques produits chimiques qui existaient, des solutions largement technologiques qu'on pouvait mettre en place rapidement. Mais là, c'est un problème qui est complexe, plus complexe, donc ça prend plus d'efforts, mais on est en train d'y arriver. Hier, j'ai écouté un documentaire avec, comment il s'appelle? L'espèce d'aventurier anglais, là, les rendus vieux. Là. David Attenborough. Je l'ai rencontré l'année passée. C'est vrai? Hein? C'est un... Il était à la conférence de une légende, en fait, ce gars-là. Puis le gars avec la voix, oui, c'est ça. Ouais. Écoute, tu te fermes les yeux puis tu l'écoutes. Ouais. C'est extraordinaire.
Puis bref, j'écoutais son film, puis là, je l'ai pas encore fini parce qu'il était tard. Mais puis en fait, ça fait un peu l'espèce de... l'historique de sa vie, tu sais, puis en même temps, en parallèle de comme à quel point la situation... Puis là, c'est beaucoup sous l'angle de la biodiversité, tu sais. Ouais. Puis là, tu vois, quand il a commencé sa carrière dans les années 50, puis il dit, la biodiversité était déjà à 73%, tu sais, de ce qu'elle était avant l'homme moderne, là, mettons. Puis, tu sais, la vitesse à laquelle on voit, là, j'étais rendu dans les années 70, puis on était rendu à 55%, puis là, il dit, là, j'étais allé voir ces gorilles-là, puis il en reste 300, puis après ça, il n'y en a plus, tu sais. Puis c'est fou parce que ça, on se dit, il y a des choses, peut-être la couche d'ozone, on peut la renverser, mais au niveau la biodiversité, il y a des choses qu'on perd qui ne reviendront pas, là, c'est une tristesse. Tu as tout à fait raison. On perd des espèces à un rythme qui est équivalent à celui des grandes périodes d'extinction qu'on a connues. Les biologistes parlent de la 6e grande extinction. Oui, au même titre que celle qui a fait disparaître les dinosaures. Ouais. C'est le même rythme de disparition des espèces qu'on connaît, que ce soit végétale ou animale. Alors, d'où l'importance d'avoir un accord comme celui à Montréal en décembre dernier, la COP 15. Là, on s'engage collectivement à protéger au moins 30% de notre territoire et de nos océans, tout le monde, incluant la Chine, incluant tous les autres pays. Même la Russie était là, puis ils ont été... C'était un peu bizarre, ça, je vais vous avouer. Là. Ouais. Un petit froid dans la pièce. Là. Puis moi, j'avais... Bon, le Canada était l'autre, c'était la Chine qui présidait la rencontre parce que ça devait avoir lieu en Chine, mais à cause de la COVID, ça ne pouvait pas avoir lieu. Puis là, nous, on a proposé, on a dit, nous, on peut être l'hôte de la rencontre sous une présidence chinoise. Puis là, le ministre chinois m'a demandé d'être l'un des co-facilitateurs, donc de l'aider à trouver un terrain d'entente. Et on faisait des consultations avec différents pays. Puis un soir, je me suis ramassé dans une salle, on était 7-8, dont le représentant de la Russie. Ça fait drôle un peu quand même. Ça fait drôle, ouais, de négocier sur d'autres sujets, mais sachant très bien qu'en parallèle, il y a des atrocités qui se passent, puis que... Mais là, on n'est pas là pour parler de ça, mais tu sais, c'est toujours quelque chose qui me... Et vous, votre transition... non, mais c'est ça, tu sais, c'est toujours quelque chose qui bug le cerveau, tu sais, des États qui commettent des atrocités, puis là... Puis en même temps, on continue de faire du commerce avec ces gens-là, puis d'avoir des relations avec ces gens-là. C'est toujours quelque chose qui me dépasse, mais je sais que la politique, c'est complexe. Puis la diplomatie, c'est ça. Tu sais, c'est que parfois, il faut que tu sois capable de compartimenter des choses, puis de dire, OK, là, il y a toutes ces affaires-là qui n'ont pas d'allure, puis sur lesquelles on n'est pas d'accord, puis... Mais là, on essaie de trouver une entente là-dessus. On est-tu capable de mettre nos différents de côté, puis d'arriver à ça. Alors, tout ça pour dire qu'on a une entente maintenant, on va protéger au moins 30%, puis on veut se rendre à ce que... Là, à chaque année, il y a un bilan qui est publié généralement au mois de juillet qui dit, là, on a utilisé plus de capital naturel que la capacité de la planète à se régénérer. Donc, un peu comme un compte en banque, quand tu dépenses plus que tes intérêts, le montant va diminuer. Puis à un moment donné, il n'en restera plus. On est quelqu'un qui cogne chez vous, puis ça va pas bien. Là, l'année passée, pour la première fois depuis très, très, très longtemps, la date a été plus tardive. Donc, on dépense notre capital naturel moins rapidement, mais on est encore en déficit. L'objectif essentiellement de la COP 15 à Montréal, c'est que d'ici 2050, on soit positif d'un point de vue biodiversité année après année et non plus dans le rouge. Alors, ça va nous prendre à peu près 25 ans pour faire ça. Puis, on l'a vu, pendant la pandémie, les baleines qui étaient de retour dans la baie à Chicago, on a vu ça aussi, pas à Chicago, mais à San Francisco, on a vu ça ici aussi. La nature a cette capacité-là de se régénérer très rapidement. J'ai eu la chance, pendant 2 ans, de travailler de très près avec l'ancien ministre de l'Environnement au Gabon. Il y a eu un coup d'État, puis le ministre de l'Environnement il est rendu en Grande-Bretagne. L'ancien ministre de l'Environnement. Mais ils ont fait des choses extraordinaires pendant les derniers 15-20 ans au Gabon. 76% du territoire est protégé. Je ne sais pas ce que va faire le nouveau gouvernement, là, mais la population d'éléphants au Gabon a augmenté de 75% au cours des dernières années.
largement à cause des politiques de protection de la biodiversité que le pays s'est donné. Des pays en Afrique où les populations d'éléphants ont augmenté de 75%, il n'y en a pas des tonnes. Mais tout ça pour dire que si on lui donne les moyens de le faire, si on lui donne un break, finalement, la nature est capable. Mais tu as raison, il y a des espèces. Une fois qu'on a perdu une espèce... On la retrouve pas, là. À moins qu'on ait confiance aveugle en la génétique. C'est quoi le film, là sur les dinosaures? Jurassic Park. C'est ça. Ouais, exact. À moins qu'on trouve une manière de ressusciter les mammouths. Comment qu'elle s'appelle, la brebis qui a été clonée? Dolly. Dolly. Ouais. Puis ça, si je me rappelle bien l'histoire, corrigez-moi si je me trompe, la brebis a été clonée, puis là, on a comme collectivement fait wow, le clonage, là. Ouais. Je pense que c'est ça Je sais pas. Je me souviens pas. Genre, OK, là, on est allé peut-être, genre, on met la pédale là-dessus, là. Ouais, puis ils se sont aussi rendus compte que les cellules ont une mémoire aussi, puis que même si tu essaies de prendre des vieilles cellules pour créer un nouvel être, je pense qu'il y avait eu des problèmes de vieillissement accéléré aussi avec la brebis. C'est comme si les cellules se rappelaient qu'elles ne sont pas nouvelles finalement. Ils ont beau être dans une nouvelle bébite, là, mais il y a une date de péremption. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que les milliardaires ne pourront pas se cloner pour remplacer leurs organes. Il y a plein des films comme ça, je me rappelle plus c'est quoi. Quand on parle d'environnement, moi, c'est un sujet qui, tu sais, on parle des fois sur le podcast d'environnement, puis moi, je pose la même question à tout le monde qui vient me parler ici d'environnement, parce que je trouve qu'il y a un éléphant dans la pièce, puis c'est tout ce qui est l'alimentaire, l'alimentation. Moi, je suis végétalien pour des raisons environnementales en premier, puis ça m'a amené, après ça, évidemment, à m'intéresser à l'éthique animale, puis m'intéresser à tous ces enjeux-là de cruauté animale, puis de préservation. Mais on n'en parle pas de l'alimentaire, puis de l'agroalimentaire, puis à quel point c'est une industrie qui est essentiellement aussi nocive que le transport, quasiment, là, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer? Parce qu'on s'entend que prendre une voiture électrique à la place de prendre une voiture, c'est un step qui se fait bien. Tu continues à rouler de A à Z, mais d'aller demander aux gens de carrément changer leurs habitudes alimentaires, alors qu'on sait que ce serait une avenue super pertinente, c'est plus difficile à faire. C'est une pilule qui est peut-être plus difficile à avaler. Ben, c'est sûr que au Canada... On n'en parle jamais des campagnes électorales. On parle tout le temps d'électrification des transports, mais on parle jamais de végétalisation de l'alimentation. C'est sûr que c'est plus facile pour un gouvernement de dire on va vous aider à conduire une voiture électrique que de dire on va... Manger du tofu. On va faire en sorte que vous ne mangez plus de viande. Alors, au Canada, la première source de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est le pétrole et le gaz, à peu près à 27%. Après ça, c'est le transport à 25%. Le secteur agricole est autour de 8% de nos émissions. Il y a des pays où c'est plus élevé que ça. Je pense au Brésil, par exemple, où plus un pays va s'industrialiser, plus son secteur agroalimentaire va avoir une petite part de ses émissions au profit des industries, du transport. Fait que les pays en voie de développement, généralement, le secteur agricole est plus élevé parce que on brûle encore du bois, puis on brûle des grandes superficies pour faire place à de l'agriculture. Mais ici, on a fait un certain nombre de choses. Moi, je pense que le geste le plus important qu'on a fait en tant que gouvernement, c'est de changer le guide alimentaire il y a quelques années. T'sais, on se rappelle du vieux guide alimentaire quand on était petit qui disait qu'il faut que tu manges 4 portions de viande, puis 4 portions de produits laitiers. Puis le nouveau guide alimentaire, tu peux manger de la viande, mais tu n'es pas obligé. Tu peux boire du lait, tu n'es pas obligé. Tu veux dire que les producteurs de bovins puis les producteurs laitiers n'étaient pas très contents avec nous quand on a fait ça. Puis, il fait beaucoup de place à l'alimentation à base de plantes. Fait que c'est pas... On n'oblige pas les gens, mais par le... Puis on le sait à quel point ce guide-là joue un rôle important dans les choix alimentaires des ménages. Fait que moi, je pense que ça c'est très important. Maintenant, il faut... Bon, j'ai adopté récemment un nouveau projet de loi. On a modernisé la loi canadienne sur la protection de l'environnement, mais il y a tout un volet sur les tests sur les animaux également. On les a presque éliminés. Là. Il faut vraiment que tu te lèves de bonne heure en tant que chercheur si tu veux faire des tests sur les animaux au Canada. Et les groupes de protection des animaux ont salué ce projet de loi-là.
exactement lié à ce que tu dis, mais j'ai un autre projet de loi qui s'en vient sur les animaux en captivité aussi, mais qui s'intéresse à la question du bien-être animal. Puis ce projet de loi-là va être déposé bientôt. Alors, c'est vrai qu'on en parle moins. Tu sais, comme ministre de l'Environnement, tu fais des choix. Tu sais, je me suis attaqué aux 2 secteurs qui représentent en priorité, plus de la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre au Canada. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les autres, mais il y a juste 24 heures dans une journée. Fait que tu choisis tes batailles, mais je pense que l'ancien président du GIEC disait tout le monde devrait pas mal être végétarien ou manger le moins de viande possible. Est-ce qu'on pourrait... Ce qui est difficile pour le fils d'un boucher. Moi, mon père était boucher à La Tuque. Je mange pas beaucoup de viande. J'achète ma viande d'une ferme. C'est bio, c'est local, c'est free range. Mais je dois avouer que... Mais parce que ce type de consommation-là, c'est impossible de l'appliquer à la société au complet. Donc, ça veut effectivement dire que, tu sais, ça veut dire qu'il faut repenser tout ce système-là industriel. Puis, je pense que ça doit faire partie de la conversation. Au même titre qu'on parle de notre dépendance au pétrole et de réduire et éventuellement éliminer notre dépendance au pétrole, je pense qu'il faut avoir ce genre de conversation-là aussi. Même si l'industrie des... Je vais être encore moins populaire en Alberta que oui, non, c'est ça. C'est ça, mais j'ai l'impression qu'il doit avoir quand même pas mal de... on l'a vu ici en Beauce, là, quand il y a eu les élections, là, 5 ans, je crois, où est-ce que là, c'était la CAQ qui a rentré au lieu de... son nom maintenant. Maxime Bernier? Au lieu de Maxime Bernier. C'était le Parti parce que conservateur. Maxime Bernier avait amené une idée sur le lait, là. Sur la gestion de l'offre. Oui, exact, c'est exact. Puis là, les lobbies laitiers ont comme décidé de backer le candidat de la CAQ. Puis, le conservateur, exact. Puis ça a comme... Ça l'a tout changé l'élection, là, tu sais, fait que c'est des lobbies qui sont encore super forts. Là. Écoute, OK, c'était au fédéral, c'est ça, mon mémoire... Oui, je me souviens. Des lobbies, il y en a beaucoup, tu sais, à tous les jours, pas à tous les jours, là, mais tu sais, le lobby de l'auto, le lobby du pétrole, le lobby du gaz. Puis, il y a un lobby agricole très important qui est... Sur la question de la lutte au changement climatique, les producteurs de grains, les producteurs laitiers, les producteurs de volailles, ils se sont tous engagés à être carboneutres, puis ils commencent à mettre en place des mesures. Alors, je pense que c'est des gens qui évoluent, puis bon, jusqu'où ils vont être prêts à aller, puis en même temps, faut pas, c'est pas parce qu'il y a des lobbies qu'il faut qu'il y ait tout le temps raison. Ça se peut qu'il y ait raison des fois, puis ça se peut qu'il n'y ait pas raison des fois, puis c'est à nous à les challenger, puis des fois à dire... Moi, quand je rencontre le lobby de l'automobile, sincèrement, ils sont presque pires que ceux du pétrole. Ah ouais. Je parlais de la loi zéro émission, pour forcer les forcer à mettre plus de véhicules zéro émission sur le marché. Puis là, ils vont me dire, mettons... ils vont me dire, mais vous ne devriez pas faire votre propre règlement au Canada, vous devriez prendre celui des États-Unis parce que l'Agence de protection environnementale aux États-Unis est en train de faire ce que nous aussi on fait au Canada. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils poursuivent aux États-Unis l'Agence de protection de l'environnement. Fait qu'ils disent, non, faites-le pas au Canada, faites ce que les États-Unis vont faire, puis là, pendant ce temps-là, ils poursuivent les Américains. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, je veux dire, puis il y a des lobbies environnementaux aussi. Tu sais, les groupes écologistes, c'est un lobby, les syndicats, moins de finances c'est un lobby. Dans ce coin-là. C'est sûr que les moyens sont pas les mêmes. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est quoi, en fait, l'influence de ces lobbies-là puis leur pouvoir, en fait? C'est quoi leur pouvoir de négociation avec vous, en fait, qui ont le lobby du pétrole, des automobiles, tout ça? Ben, tu sais, ils ont autant de pouvoir que tu leur en donnes. Fait que, tu sais, moi, ils vont me demander à me rencontrer, puis là, ils vont me dire, mais vos règles sont... La dernière fois que j'ai rencontré les gens de l'automobile, je leur ai raconté, quand j'étais chez Équiterre, puis qu'on travaillait sur la mise en place du système de tarification carbone au Québec, le système de plafonnement et d'échange d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a un représentant de l'industrie du ciment qui était vraiment très proactif, il était engagé dans les conversations, puis pas pour mettre les briques, mais pour travailler de façon constructive. Puis à un moment donné, j'ai dit,
je trouve ça vraiment super que tu sois impliqué comme ça, mais tu sais, ça va t'impacter, ça va impacter ton... Il y a un gay sous roche à ton affaire. Vraiment? Est-ce trop que pour tu elle. sais qu'est-ce que ça implique? Je comprenais pas, puis il dit, tu sais, Steven, il dit, j'aime mieux être autour de la table qu'être sur le menu. Ouais. Ah, j'ai fait comme, ouais. Tu sais, dans le sens où ça s'en vient. Tu sais, je peux choisir de dire, je veux rien savoir, ou je peux m'asseoir à la table avec vous, puis travailler à ce que ce soit le meilleur règlement possible. Puis j'ai dit aux gens de l'industrie de l'auto, ben j'ai dit, bon, vous avez 1 heure avec moi, vous pouvez être assis autour de la table ou vous pouvez être sur le menu. À vous de décider. Puis ils ont décidé d'être au menu. Bon, chacun. On dit, ouais, non, merci. Fait qu'ils ont passé 1 heure à me dire, vous devriez pas faire ça. Puis là, je leur ai dit à la fin de l'heure, je dis, vous avez compris qu'on va le faire. Là. Puis vous avez perdu 1 heure. Vous auriez pu m'engager, tu sais, dire, mais cette partie-là de votre règlement, avez-vous pensé le faire comme ça plutôt que comme ça? Parce qu'on n'a pas tout le temps raison, nous autres non plus. Puis tu sais, quand tu fais un nouveau règlement, une nouvelle loi, tu essaies de faire t'essaies de mettre quelque chose, de construire la meilleure option possible, mais des fois, tu vois pas tout. Alors, ça se peut que... Puis c'est pour ça qu'on fait des projets de loi, puis là, ben, les gens débattent, puis tu fais des modifications. Mais je dis, vous venez de perdre 1 heure, puis là, des heures comme ça, j'en ai pas plein à vous donner. Là. Meilleure chance la prochaine fois. Fait que, finalement, tu sais, ils ont du pouvoir si tu leur en donnes. Puis si tu dis, ben, écoute, too bad, so sad. Ben, ils n'ont pas de pouvoir. Je comprends. Même s'ils disent, on va backer votre adversaire politique, ça fait pas de Ils sens. m'ont menacé ils m'ont pas menacé directement, mais ils ont dit aux gens de mon équipe, on va lancer une campagne de publicité contre le ministre Guilbeault, puis parfait, free publicity. Ils vont parler de moi, ils vont dire que je fais quelque chose pour l'environnement. Tu sais, c'est-tu si mauvais que ça quand la première ministre de l'Alberta m'attaque à tous les jours ou presque sur les médias sociaux? Je suis pas sûr que c'est une mauvaise affaire pour Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement du Canada. Puis, tu sais, que les compagnies pétrolières m'accusent d'être un extrémiste ou radicaux environnementaux. Pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui y croient quand ils disent ça. Mais bon, faut que tu sois prêt à... ce qu'il y ait un peu de chaleur des fois. À vivre avec ça, ouais. Non, mais, excuse, je vais juste continuer là-dessus, là, mais en même temps, en ce moment, clairement, il y a quand même un discours populiste de droite qui résonne, là, parce qu'en ce moment, dans les sondages, le Parti conservateur est quand même, Pierre Poilievre est quand même populaire. Puis avec un discours complètement, pratiquement climato-sceptique, là, tu sais. Tu vois, en fait, tu sais, dans la publicité qu'on a vue cet été, puis il ne parle pas de ces questions-là. Il ne parle pas des questions difficiles. Tu sais, il parle de la question de l'abordabilité, puis des taux d'intérêt, puis de l'inflation, mais il ne veut pas qu'on lui pose des questions sur le droit des femmes de choisir, parce que dans sa gang, il y a plein de... Ça divise. Oui, puis s'il prend le pouvoir, tu sais, c'est sûr qu'il va avoir des projets de loi, puis il y en a eu un qui a été présenté par une de ses députées il n'y a pas longtemps, sur le droit du fœtus. Alors, il ne parle pas de droit à l'environnement, de droit aux femmes de choisir, mais là, c'était sur le droit des fœtus. Sur la question des changements climatiques, la position officielle du parti, c'est qu'il ne croit pas au changement climatique. Mais il en parle jamais. Il veut pas... Alors, c'est sûr que... Mais c'est quand même incroyable de publiquement te prononcer comme ne pas croire au changement climatique. Lui, il n'en parle pas, mais c'est dans son... l'avant-dernier, parce qu'au dernier congrès, ils n'ont pas parlé de changement climatique, celui qu'il y a eu à Québec, mais l'avant-dernier, c'est là où il y a une résolution qui a été adoptée par les membres du parti qui disait on ne reconnaît pas la réalité des changements climatiques. Mais Pierre Poilievre, il ne va jamais dire ça, il ne va jamais en parler. Parce qu'il veut pas... Ça se peut qu'il se fasse poser la question quand viendra le temps d'être aux élections. Arriver sur le sujet. Puis les sondages, c'est important. Déjà, c'est bloqué les oreilles. Les sondages, c'est important. Puis bon, en politique, tu regardes ça, mais je parlais à un sondeur qui me disait... Les sondages politiques, quand tu n'es pas en campagne électorale, c'est un peu comme quelqu'un qui t'appelle puis qui dit « Hey, toi, tu cherches un auto? » Puis tu dis « Non, je ne suis pas vraiment sur le marché pour un auto, mais mettons que tu te chercherais un auto. » Puis là, tu dis « Ben ouais, OK, je vais répondre à tes questions, mais je ne suis pas sur le marché pour un auto. » Fait mes réponses, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Plus on va s'approcher d'une campagne électorale, plus... tu sais, là, ça va devenir sérieux. Puis là, les gens vont porter attention à ça. Mais là, présentement, les gens, ils sont pas là-dedans. Puis...
il y a un sondeur qui nous présentait quelque chose au congrès du Parti libéral qui nous a montré une acétate où les conservateurs étaient en avance sur nous de 14-15 points. Puis là, il disait tant de points de plus en Atlantique, puis en Ontario, puis en Colombie-Britannique. Puis là, il nous parle de ça pendant 10 minutes. Puis là, tu sais, t'es comme, ouais, ça va être tough, tu sais. Ah, il dit, excusez, j'ai oublié de mettre la date sur mon acétate, avril 2019. Oh. Fait que, tu sais, c'est pas la première fois où les sondages... Puis quand tu es au gouvernement, c'est sûr que tu prends des décisions, puis il y a des décisions que les gens aiment, puis il y a des décisions que les gens aiment pas. Puis plus tu es là longtemps, tu sais, plus les gens ont à un moment donné le goût de changement. Moi, je pense que la prochaine campagne électorale va être essentiellement autour d'un certain nombre de choses, mais il y a une partie des gens qui vont dire, ben là, les libéraux, ça fait 10 ans que vous êtes là. Ouais. Fait qu'on a peut-être le goût de changement, mais ils vont se dire, OK, mais veux-tu vraiment... C'est-tu ça le changement? C'est-tu ce gars-là, Pierre Poilievre? Puis moi, je pense que ses positions puis les positions de son parti, là, il peut essayer de s'en cacher, mais en campagne électorale, ça va être plus difficile. Mais je pense qu'aussi, il va y avoir des enjeux, comme les changements climatiques, où les gens vont se dire, on veut-tu voter pour un parti qui va nous ramener en arrière sur ces questions-là? Alors, je pense que il est populaire maintenant dans les sondages. Je pense qu'il ne faut pas paniquer. En même temps, on a du travail à faire. Il faut regagner la confiance des gens. Puis c'est sûr qu'en période difficile comme celle qu'on traverse, une forte augmentation des taux d'intérêt, l'inflation, les gens sont c'est tough pour bien du monde. Puis là, ben, quand c'est tough, ils sont fâchés contre leur leader. Ouais. Alors, est-ce que ce sera encore comme ça dans un an et demi? On verra. Commencer ça fait plusieurs fois que tu mentionnes qu'en Alberta, tu irais pas, puis en Atlantique, tu irais pas non plus, tu laisses ça descendre. C'est comment de diriger un pays aussi... on n'est pas le pays le plus divisé. On a juste à regarder aux États-Unis pour voir c'est quoi de la vraie division. Mais c'est quoi diriger un pays quand même où est-ce qu'il y a des provinces qui sont quand même vraiment fondamentalement différentes, comme le Québec puis l'Alberta, par exemple? Bien, moi, je ferais une distinction entre la population de ces provinces-là puis les gouvernements. Puis bon, tu dis, c'est les gens qui élisent les gouvernements, c'est vrai, mais la dernière élection en Alberta, ça a été très serré entre le NPD. C'est quand même assez incroyable. En Alberta, c'est entre le NPD puis les conservateurs. Ouais. Puis là, vraiment une version hyper conservateur. Ouais. On est un peu dans les extrêmes. Puis c'est quelques milliers de votes qui a fait en sorte que c'est Danielle Smith qui est passé, puis pas Rachel Notley. 1. 2, il y a un sondage qui est sorti récemment qui montrait... Deux sondages qui sont sortis récemment qui montraient qu'il y a à peu près 60% des Albertains qui veulent que le gouvernement fédéral mette un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz. Alors, je ne vais pas en Nouvelle-Écosse ou je ne vais pas en Alberta, pas parce que les gens ils vont me tirer des roches quand je vais aller là. Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'aiment vraiment pas beaucoup, là. Mais il y en a aussi des gens au Québec qui m'aiment pas beaucoup. Ouais. Mais surtout parce que les relations avec ces gouvernements-là sont plus tendues. Puis je ne veux pas non plus chercher à acheter de l'huile sur le feu, mais en même temps, avec la Nouvelle-Écosse, on vient de signer un accord sur la conservation. On en a signé une avec le Yukon suite à la COP 15, donc où on s'engage ensemble à travailler à atteindre l'objectif de protéger au moins 30% de nos terres et de nos océans. Fait que, même chose si on parlait de la Chine, puis de l'Inde, puis même au niveau du Canada, des fois, il n'y a pas autant d'animosité. Oui, c'est ça, ou de différence entre le gouvernement fédéral et la Nouvelle-Écosse. Mettons, mais il y a des choses sur lesquelles on ne s'entend pas, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de se parler puis de travailler ensemble. Et même, de façon presque paradoxale, l'année passée, j'ai renégocié avec le gouvernement albertain de Danielle Smith une tarification carbone plus ambitieuse en Alberta. Parce que le système fédéral de prix sur la pollution, on donne l'option aux provinces comme le Québec qui a son propre système. Puis tu peux avoir ton système à toi ou tu peux utiliser le système fédéral en autant que ce soit à peu près équivalent. Puis là, on a des formules bien savantes pour essayer de calculer l'équivalence. Puis on a dit à l'Alberta, vous avez un système, puis votre système, il fonctionne. Vous pouvez le garder, mais il faut serrer à vis.
Puis j'ai réussi à négocier ça. Elle n'en Ça parlera passait, ouais. jamais publiquement. Tu sais, elle aimerait mieux être crucifiée que de d'avouer dire ça, ouais. publiquement tu sais, qu'elle a fait ça avec Stephen Guilbeault. Tu sais. Mais elle l'a fait. Bonne crucifixion. Là. C'est moins pire. Hein. C'est moins pire que d'avoir été en accord avec le Stephen ministre de Guilbeault. l'Environnement. Se faire arracher une dent frette, ça serait moins difficile pour elle. Est-ce que la politique, ça a une date de péremption pour toi? Oui. Moi, tu sais, je pense que il y a toutes sortes de monde en politique, puis il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens vont en politique. Je me vois pas comme un politicien de carrière. J'ai attendu que mes enfants soient plus vieux avant d'y aller parce que je voyais, je travaillais avec beaucoup de politiciens et de politiciennes, puis je voyais à quel point c'était exigeant sur la vie, notamment la vie personnelle. Fait que j'ai attendu, mais je pense pas que je vais faire ça pendant 20 ans. Moi, je suis allé là pour aider mon pays à donner un coup de barre sur ces questions-là. Je vais faire ça pendant un bout de temps, puis après ça, je vais faire d'autres choses encore en environnement, fort probablement, je sais pas quoi, mais bon, je vais être là aux prochaines élections, c'est sûr. Après, tu resterais-tu comme député dans l'opposition, mettons? Ben, si, je veux dire, mettons qu'on perd les prochaines élections, mais que je suis élu, je vais faire mon mandat comme député. Tu sais, je vais pas. Je pense que tu n'es pas là juste pour être au gouvernement. Tu espères être au gouvernement, c'est sûr. Tu espères pouvoir avoir le plus d'outils pour faire changer les choses. Tu en as moins dans l'opposition que quand tu es au gouvernement, c'est certain, mais en même temps, c'est ça la démocratie aussi. Tu peux gagner, tu peux perdre. Tu peux gagner comme député, puis ton parti peut perdre les élections. Est-ce que tu as eu un gain depuis que tu es au gouvernement, que tu es dans le gouvernement, en fait, qui était sans aucun compromis, 100% comment tu l'aurais pris? Puis sinon, c'est quoi ton gain duquel tu es le plus fier? Ben, non, j'ai jamais 100%. Jamais. Mais tout ce dont j'ai parlé un peu plus tôt dans l'émission, tu regardes les déclarations de plusieurs écologistes, même mes anciens collègues et toujours amis de Greenpeace, certains ont affirmé publiquement que on n'a jamais vu autant d'actions en environnement de la part d'un gouvernement au Canada. Et c'est pas juste, il y a plusieurs représentants de groupes écologistes qui l'ont dit, il y a même certains journalistes qui commencent à l'affirmer. Alors pour moi, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on est en train de donner le coup de barre qui est nécessaire? Mais je pense qu'il y a eu plusieurs succès. Toutes ces mesures-là qu'on a réussi. Écoute, là, je vais déposer bientôt le projet de règlement pour mettre un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz au Canada. On est le seul pays au monde à faire ça, puis on est le 4e plus grand producteur de pétrole et de gaz sur la planète. Tu dis, je vais mettre un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du pétrole et du gaz, mais on n'a pas de pétrole et de gaz dans notre pays. Ça coûte pas trop cher. C'est quand même majeur. Ça veut dire des dizaines de millions de tonnes de production, de pollution en moins de ce secteur-là. On n'a jamais vu ça au pays. Jamais. C'est majeur, mais bon, si j'avais été tout seul dans ma chambre chez nous et que j'avais fait le règlement, il aurait probablement été plus ambitieux que ce que... Mais bon, il faut... on t'en parlait plus tôt, il y a des enjeux il y a l'environnement, il y a l'économie, il y a les emplois, on est bien prêt à se pogner avec en tout cas, moi, je suis bien prêt à me pogner avec des provinces, mais tu veux pas non plus, il faut que tu essaies de garder... On essaie de garder la fédération quand même unie. Fait que tu mets tout ça ensemble. Fait que tu fais des compromis, mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse continuer d'avancer dans la lutte au changement climatique. J'aurai pas 100%, mais si j'ai 80% de ce que je veux, c'est mieux que zéro. C'est mieux que le vide absolu dans lequel on était avant 2015. Je voulais te poser une question qui sort du sujet de l'environnement. Puis qui est pas une question. Je pense qu'on a le droit de parler d'autres choses, mais c'est pas un sujet le fun à parler, je t'avertis tout de suite. C'est pas un sujet qui concerne le bas de la ceinture non plus? Non. OK. Non, pas vraiment. Okay. Mais en fait, tu sais,
C'est plus, tu sais, en tant que membre du gouvernement que je te pose la question, tu sais, parce que, tu sais, en ce moment, c'est un sujet d'actualité, fait que je me tant qu'à avoir un politicien devant moi, je vais lui poser des questions. Tu sais, en ce moment, mettons ce qui se passe en Israël et en Palestine, je pense que, tu sais, tout le monde, en tout cas, tout mon entourage, moi, tout le monde parle de ça, tout le monde regarde ça, tout le monde est horrifié. Tout le monde puis tout le monde se sent être puissant en fait parce que tu sais je veux dire le simple citoyen il regarde ça puis il dit je voudrais juste la paix mais tu sais concrètement on peut rien faire. Par contre un gouvernement d'un pays j'imagine peut faire quelque chose. En fait ma question c'est qu'est-ce que vous pouvez faire puis qu'est-ce que vous faites pour essayer de que ce conflit-là continue pas de s'envenimer puis Honnêtement, même comme gouvernement, c'est un défi. T'sais, on voit qu'il y a plusieurs gouvernements de la planète qui essaient de trouver une solution à ce conflit-là, incluant les États-Unis d'Amérique depuis plusieurs années, avec des succès, mettons, mitigés jusqu'à date. Je pense qu'il faut faire preuve d'équilibre dans notre politique. Au départ, quand il y a eu l'attaque du Hamas, le premier ministre a sévèrement dénoncé ça. Mais on a aussi dit que la protection des civils en Palestine est tout aussi importante que la protection des civils en Israël. Il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Contrairement au président Biden, par exemple, qui est déjà sorti pour dire non, l'attaque sur l'hôpital qu'on a vue, c'est pas les Israéliens. Nous, le premier ministre a dit attendons un peu, tu sais. Puis on n'est pas les Américains ont rapidement pris le côté d'Israël, mais la France. Ils sont quand même bons amis, là, en fait. Il y a une relation très étroite, mais la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, comme le Canada, ont dit attendons un peu. On n'est pas sûr, on veut creuser au fond des choses. Alors, je pense que tu ne peux pas espérer pouvoir jouer un rôle dans ce conflit-là en étant dans un camp ou dans l'autre. Tu peux travailler avec tout le monde, puis tu dois travailler avec tout le monde. La ministre Joly y était la fin de semaine dernière. Elle a rencontré plein de monde, que ce soit du côté israélien, du côté arabe. Le premier ministre a parlé au chef de l'autorité palestinienne aussi. Puis on essaie de travailler avec d'autres pays pour voir, ça ressemble à quoi une sortie de crise. Puis ça ressemble à quoi une solution à plus long terme. C'est pas facile, ça fait des décennies qu'il y a des conflits dans cette région-là du monde. Ça prend de la volonté de tout le monde. Puis là, présentement, tant du côté palestinien que du côté israélien, c'est les extrémistes qui mènent. Je veux dire, Benjamin Netanyahou, c'est pas un artisan de la paix, puis c'est au contraire. Puis le Hamas non plus. Je veux dire, c'est pas des gens qui... Le Hamas, les victimes civiles palestiniennes, ils s'en foutent comme dans l'an 40. C'est un régime de terreur, même pour les Palestiniens. Tu ne peux pas être en Palestine puis critiquer le Hamas. Tu ne peux pas être un membre du Hamas. Puis il y a un chef politique du Hamas qui s'est fait arrêter par les Israéliens. Puis il a un peu condamné l'attaque de la branche militaire du Hamas. Puis là, j'entendais je pense que c'était à la BBC, mais quelqu'un dire une chance qu'il s'est fait arrêter par les Israéliens parce que sinon le Hamas l'aurait tué. Alors, il faut qu'il y ait des voix moins extrémistes de part et d'autre qui soient prêts à s'asseoir à la table et essayer de trouver une solution. Puis là, on a de la misère à trouver ces interlocuteurs-là. Je comprends. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que d'un côté ou de l'autre, un innocent qui meurt, un civil qui meurt, les gens sont pas leur gouvernement, puis ils sont pas responsables de quoi que ce soit, puis que c'est toujours une tragédie quand ça arrive. Mais j'ai l'impression que je suis vraiment pas expert dans la politique du Moyen-Orient. Je suis ministre de l'Environnement. Sauf que, j'ai quand même l'impression, quand tu regardes quand même ces deux peuples-là, il y a quand même un peuple plus opprimé que l'autre, j'ai l'impression, Puis on dirait qu'à l'international, on est frileux de... On dit, c'est un conflit entre deux entités, mais en tout cas, moi je trouve ça dur de pas avoir une empathie particulière pour un peuple qui est opprimé depuis longtemps. Puis là, je parle des Palestiniens. Là. En tout cas.
C'est une solution, c'est une situation qui est vraiment difficile, puis c'est particulièrement difficile de voir présentement, même si on ne parle pas de solution à long terme, mais juste à court terme, c'est quoi la solution ou les solutions qui doivent être mises en place. C'est difficile mais bon, je pense qu'il faut ça. Il y a beaucoup d'efforts présentement au niveau international pour essayer de trouver cette solution-là ou ces solutions-là. Puis le Canada est à la table avec plusieurs partenaires, mais je pense que le fait moi, je préfère être un pays qui n'est pas identifié à un parti ou à l'autre, puis qui dit, écoutez, là, il faut protéger les civils de part et d'autre, puis il faut qu'il y ait un arrêt de la violence avant qu'on puisse espérer trouver une autre forme de solution. Moi, j'aime mieux qu'on soit là que dans un camp qui dit, non, nous, on est 100% avec un des camps versus l'autre. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne approche. Je comprends. Yes, sir. Dernière petite question avant de te laisser aller. On retourne dans l'environnement. C'est quoi la note environnementale de Stephen Guilbeault pour la CAQ? Là, écoute, de A à E. Puis D-, c'est un échec. Honnêtement, moi, je répondrai pas à ta question directement. Surprise. Je suis sûr que vous êtes sous le choc. Mais moi, je m'entends très, très bien avec le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, qui est un gars que je connais depuis avant que la CAQ prenne le pouvoir. Quand j'étais chez Quitter, on a travaillé ensemble. Il était dans l'opposition. Puis c'est lui qui avait fait le plan de transport qui était la base, l'un des éléments de la campagne électorale de la CAQ avant qu'il prenne le pouvoir. Je trouvais que c'est quelqu'un qui travaille bien, puis qui est consciencieux, puis c'est quelqu'un qui parle, avec qui je m'entends bien, qui est parlable, puis on a eu un grand différend avec le Québec sur la question du caribou. L'ancien ministre qui était responsable de ça, c'était sincèrement une catastrophe pour le caribou. Puis pour les relations avec les Autochtones. D'un point de vue... Pour le caribou. Non, mais d'un point de vue politique, ce gars-là, c'était... Tu sais, les Anglais ont une expression qui disent « a gift that keeps on giving ». C'était un cadeau qui fait continuellement des cadeaux parce qu'il faisait des déclarations qui n'avaient pas de bon sens. Puis politiquement, c'était super payant pour moi. Mais ça ne fait pas des enfants forts. Tu sais, tu ne construis pas grand-chose. Là, c'est le ministre Charette maintenant qui a la responsabilité de ça. Puis on devait arriver à une entente avec le caribou, avec le Québec sur le caribou. Pour juin dernier, il y a eu les feux de forêt. Québec a dit on a besoin d'un peu plus de temps. Puis je comprends ça. On doit arriver à cette entente-là en novembre maintenant. Alors, on n'est pas d'accord sur tout, mais on travaille ensemble sur tout le volet de l'électrification des transports, les composantes de batteries pour les voitures électriques, les usines de batteries. On a fait beaucoup d'annonces conjointes, le retour de GM au Québec, l'usine de Nordvolt. Alors, on est capable de travailler ensemble. On n'est pas d'accord sur tout, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir cette collaboration-là. Sur les changements climatiques, le Québec est un leader depuis longtemps. Tu sais, on est le premier État en Amérique du Nord qui a mis un prix sur la pollution, avant la Californie, avant qui que ce soit. Et ce qui est fascinant du Québec, et j'espère que ce sera comme ça un jour au fédéral aussi, c'est que il y a des partis provinciaux qui sont peut-être plus pro-environnement que d'autres, mais il n'y a pas... Tu sais, la CAQ ne dit pas, non, nous, on ne croit pas ça, les changements climatiques. Puis, c'est un parti peut-être le CAQ plus à droite que certainement nous, on l'est au fédéral. Mais ça n'a rien à voir avec le Parti conservateur du Canada, tu sais. Alors, on est capable de travailler ensemble sur un paquet de dossiers. On ne s'entend pas sur tout. Tu sais, la question de la langue, plus tough, mettons. Mais sur les dossiers en environnement, en général, changement climatique, le Québec... on se prépare à aller à la COP. Le Québec va avoir la plus grande délégation de toutes les provinces canadiennes et de loin. En fait, si le Québec a probablement une délégation à la COP qui est plus grande que la plupart des pays de la planète. Ah ouais. Il y a vraiment un engouement. Tu as des gens d'affaires, les ONG. Je parlais à la FTQ hier. Il va y avoir une dizaine de représentants à la COP. C'est un mouvement de société qu'on voit qui se reflète là-dedans. Ça m'encourage beaucoup. Si c'était comme ça partout au pays, même si c'était des gouvernements de droite dans des provinces, mais qui étaient pro-lutte au changement climatique, ce serait plus facile pour moi. Ouais, je comprends. Mettons ça comme ça.
J'ai apprécié la réponse. B-. B-. De ce que j'en comprends, B-. Merci beaucoup. Merci C'était à super vous. intéressant. C'était vraiment intéressant. Merci, Très plaisant. messieurs. Merci.